Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec au sommaire ce soir la vaccination. On a beaucoup parlé durant le week-end du fiasco du Palais des Expositions à Nice. 4000 doses AstraZeneca qui n'ont pas trouvé preneur, seulement 50 volontaires. Nous verrons avec un reportage et notre invité, le docteur Clarisse Audigier-Valette, s'il faut ouvrir cette vaccination à tout le monde et donc finalement un second souffle pour la campagne. Monaco, de son côté, assouplit ses mesures. Reportage en principauté dans cette édition. Le couvre-feu est reculé. Les restos rouvrent leurs portes. Les restaurants rouvrent leurs portes pour les ressortissants de la principauté. Et puis, c'était la surprise du jour, si l'on peut dire. Le président Emmanuel Macron qui annonce des renforts policiers dans les 3 départements de notre région, le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. On en reparlera largement aussi dans ce grand direct. Voilà pour le sommaire. On retrouvera aussi Guilhem Ricavi et puis Guilhem Ricavi de la Provence et puis les petites polémiques à Marseille sur un square qui est mal fréquenté et qui rouvre au public ou au Vallon des Offres, ce petit port touristique qui est surfréquenté selon les riverains. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir Nicolas Gallu. D'abord, le gros morceau de ce grand direct, c'est bien sûr la vaccination. Ça ne vous a pas échappé ce week-end. 4000 doses de vaccins. Attendez les volontaires à Nice, au Palais des Expositions pour les publics ciblés, notamment les plus de 55 ans, professeurs, forces de l'ordre, etc. Et sur les 4000 doses, seulement 50 ont trouvé preneur. Inquiétant, faut-il donc un second souffle à cette vaccination? Reportage d'Alexis Ricard. La décrue de l'épidémie se confirme dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Le taux d'incidence s'équilibre à 230 pour 100 000 habitants. Au-delà des mesures renforcées, la vaccination produit ses premiers effets. Un habitant de la métropole sur 4 a déjà reçu une première dose. Pour autant, ce bon rythme est perturbé par un week-end catastrophique à Nice. Le Palais des Expositions, devenu centre de vaccination départemental, a dû fermer à la mi-journée, faute de volontaires. 4000 doses d'AstraZeneca étaient prévues, une centaine a trouvé preneur. Pas de quoi réduire l'ambition de la métropole. Il y a par exemple ici où nous sommes au Théâtre de Verdure qui maintenant va être ouvert tous les jours de 9h à 15h, qui est réservé sans rendez-vous mais uniquement aux personnes qui ont plus de 70 ans ou moins de 70 ans avec des facteurs de comorbidité. Il va y avoir 2 journées qui vont être dédiées, réservées à ces personnes des quartiers, à savoir le 26 avril, le Palais Nicaïa pour les personnes résidant au Moulin et le 27 avril, un gymnase à l'Ariane pour les personnes qui habitent l'Ariane, Bon Voyage et le quartier Pasteur. La crainte liée au vaccin AstraZeneca explique en partie ce tollé, mais un manque de communication est également souligné par les vaccinables, prévenus trop tard le vendredi après-midi. Du côté de la Trinité, l'opération vaccination est prévue pour le week-end prochain. Ce samedi 24 avril, nous allons vacciner 600 personnes en une seule journée, c'est-à-dire une personne par minute, en fait. Nous vaccinerons des trinitaires et des drapois. Et donc, tous les trinitaires et les drapois de plus de 50 ans sont invités à s'inscrire sur la plateforme métropolitaine. Une vaccination toujours au rythme des priorités fixées par l'État. Avec le vaccin Pfizer, nous avons vacciné quasiment 100% des plus de 75 ans qui se sont manifestés et qu'aujourd'hui, une bonne partie des personnes de plus de 70 ans sont également vaccinées. Nous allons pouvoir descendre en dessous de ce niveau d'exigence et vacciner des personnes de plus de 50 ans, de plus de 55 ans qui présentent des comorbidités. Sur les 136 000 injections réalisées dans la métropole, un peu plus de 46 000 concernent la 2e et dernière dose de vaccin. Et pour évoquer donc ce sujet de la vaccination, Eric Revel bien sûr, mais surtout le docteur Clarisse Audigier-Valette qui est responsable de la cellule Covid à l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne va pas essayer de faire du buzz médiatique en revenant sur cet épisode du Palais des Expositions. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce qu'il faut communiquer différemment sur la vaccination et est-ce que vous pensez que finalement il faut maintenant l'ouvrir à tous? Il y a réellement un problème de communication. En fait, si vous voulez, c'est effectivement assez décevant que des centres de vaccination n'aient pas trouvé preneur
Après, cette campagne vaccinale est une succession d'ordres et de contre-ordres et d'inquiétudes des populations vaccinées, notamment sur le vaccin AstraZeneca qui a changé plusieurs fois de cible, avec des effets secondaires qui ont été décrits, avec quand même un rapport bénéfice-risque qui reste favorable. Je crois que, si vous voulez, il faut insister sur l'intérêt de la vaccination et surtout sur ce terme qu'on appelle comorbidité. Comorbidité, c'est un terme assez vague pour la population tout venant. Les patients ne savent pas forcément qu'ils sont éligibles. L'obésité est une comorbidité, le surpoids est une comorbidité, si c'est associé à l'hypertension, c'est une comorbidité. On peut vraiment évaluer chaque situation et à mon sens, élargir le plus possible des sujets qui s'occupent, enfin des patients, enfin pas des patients, mais de la population qui s'occupe de personnes fragiles peut être considérée comme apparentée au personnel soignant de la même façon. Enfin, il est hyper important de vacciner le plus possible et de mieux communiquer sur les personnes qui peuvent accéder à la vaccination. Donc pour vous, on reste dans la doctrine gouvernementale avec les publics cibles qui sont désignés, le calendrier, mais on met le paquet sur la communication pour que tout le monde soit au courant, entre guillemets. Pas la peine, selon vous, à ce stade, d'ouvrir aux jeunes, d'ouvrir aux étudiants, de dire écoutez, si vous êtes volontaire, présentez-vous. Alors, dans des régions qui sont en grande pénurie, on est obligé de respecter les filières prioritaires et les filières ultra prioritaires. Il y a des zones en France où effectivement il est excessivement difficile d'accéder à une vaccination, quelle qu'elle soit, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer ou Moderna. En revanche, dans des zones comme PACA, où nous, on n'a quasiment jamais souffert de la pénurie, à partir du moment où on a des vaccinodromes qui ferment, pas faute de doses, mais faute de volontaires, mais il faut élargir la vaccination, quelle qu'elle soit, à toutes les personnes qui le souhaitent, sans la rendre obligatoire. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui essayent d'être vaccinés et qu'on va refouler de centres de vaccination parce qu'ils ne sont pas éligibles, alors que ces centres de vaccination ont pléthore de doses, c'est ça qui est contre-productif, en fait. Vous avez des enseignants qui veulent se faire vacciner, vous avez toutes les populations exposées comme les militaires, comme les policiers, et puis plein de travailleurs du social, même à la limite des gens qui sont en contact avec le public, des chauffeurs de bus. J'allais dire, voilà, des livreurs aussi, des livreurs qui croisent tous les jours du monde. À partir du moment où vous êtes en contact avec des vecteurs de virus, il faudrait pouvoir se faire vacciner. Voilà, donc c'est regrettable, si vous voulez, dans des centres qui sont approvisionnés largement, qu'on ne puisse pas remplir nos vacations. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut largement communiquer et à ce moment-là nous donner le champ beaucoup plus large, tout en gardant ces filières prioritaires. C'est-à-dire qu'il faut maintenir les deux choses. Vous avez des filières prioritaires avec des patients qui doivent accéder à la vaccination. Mais docteur Odigier-Valette, dans les zones qui ont survacciné, on peut accéder maintenant aux deux. Mais docteur Odigier-Valette, vous pourrez, et on l'entend bien, élargir autant que vous le voudrez à de nouvelles populations la vaccination. Dès l'instant où la défiance paraît totale vis-à-vis, par exemple, du vaccin AstraZeneca, que d'autres d'ailleurs assimilent au vaccin Moderna, parce que ça se termine par A, on en est là. Dès l'instant où les gens ne veulent pas se faire vacciner avec l'AstraZeneca, vous pouvez élargir à toutes les populations que vous voudrez, les gens n'iront pas se faire vacciner, on en est là quand même. Mais il y a deux choses, c'est soit à partir du moment où on n'est pas en pénurie de doses, et par exemple dans le Var et en PACA, on a eu la chance de ne pas être en pénurie de doses et d'avoir des vaccinodromes qui tournaient de façon intensive, et comme on l'a vu sur l'hôpital Sainte-Musse, sur les opérations de vaccination qu'on a pu faire le week-end. On a actuellement également des centres qui sont ouverts via l'armée et l'hôpital Sainte-Anne, où ils vaccinent entre 300 et 500 personnes par jour. Donc, on a la capacité de vacciner, même en Pfizer et même en Moderna. Après, l'AstraZeneca, c'est une histoire de communication.
on a reçu des directives de l'Agence française du médicament qui nous dit qu'il faut informer les patients, informer des facteurs de risque. Après, si le rapport bénéfice-risque est favorable et que ce vaccin est maintenu et commercialisé, on est en droit de le proposer en respectant les critères et en informant les patients. Sur le VAR, à proprement parler, les derniers chiffres disponibles de Santé publique France font état de 217 290 injections. Est-ce que vous diriez, vous avez en partie répondu puisqu'il n'y a pas de pénurie, mais est-ce que vous diriez que la vaccination avance vite dans le département ? Alors, ce qui est important de voir, et d'ailleurs j'ai vu que le paramètre allait changer dans les prochains jours et on s'en félicite, c'est qu'une vaccination, c'est une vaccination complète. Donc une vaccination à une dose, certes ça donne une idée de l'accélération de la campagne vaccinale, mais ça ne nous donne pas d'idée de la population qui est entièrement couverte. Oui, et ce que vous disiez ce week-end sur les réseaux sociaux, puisque vous avez communiqué là-dessus, non mais c'est vrai, c'est que dans les services de réa, vous ne voyez que des primo-vaccinés, aucun cas de patients avec 2 injections. Voilà, après, il y a des situations exceptionnelles où vous allez avoir des patients qui sont vaccinés avec 2 doses, mais à ce moment-là, il fallait chercher un petit peu plus loin. Est-ce que ce n'était pas des patients qui étaient immunodéprimés ? On n'a actuellement pas de recommandation dans la surveillance sérologique des patients qui ont été vaccinés. Donc, de la même façon, lorsqu'on est en train de dire qu'on va peut-être faire une 3e dose à des patients qui sont immunodéprimés ou à des catégories qui répondent moins bien à la vaccination, il est peut-être important aussi d'avoir une sérologie avec un taux d'anticorps pour savoir, comme on le fait pour les autres virus, pour l'hépatite B par exemple, etc. Lorsqu'il vous manque des anticorps, on fait une injection rapide. Pour nous, professionnels de santé qui sont vaccinés depuis des années. Moi, ça fait 40 ans que j'ai reçu mon vaccin hépatite B, enfin 35 ans exactement, je me vieillis un peu trop. Mais globalement, s'il me manquait des anticorps, il me suffit d'une injection rappel. Là, c'est pareil, si on a un taux d'anticorps qui est suffisant, est-ce que c'est nécessaire de faire une 3e injection ou pas ? À ce moment-là, ça nous permettra de garder des doses. Mais une vaccination complète, et là il va y avoir un paramètre qui va changer parce que bon, si le Johnson & Johnson se développe, c'est qu'une seule injection. Donc c'est pareil, oui. Dans les professionnels de santé, vous avez dans le professionnel de santé, vous avez des gens qui n'ont reçu qu'une injection. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà eu le Covid. Donc, quand on a déjà eu le Covid, une injection suffit. Donc, et pourtant, ils ont une vaccination complète avec une injection. C'est pour ça que ce paramètre, une injection, oui. 2 injections, est assez flou pour nous. Surtout que, certes, quand vous avez une injection, l'immunité ne se déclenche pas immédiatement. C'est ce que j'ai tenté difficilement d'expliquer sur les réseaux sociaux ce week-end. L'immunité, elle se déclenche 15 jours après. Donc, vous avez des patients, quand vous avez un taux de première injection, vous avez des gens qui ont eu une première injection il y a 2 jours, d'autres il y a 3 jours, d'autres il y a 4 jours. Et ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Donc, du coup, il faut vraiment avoir le taux de patients vaccinés complètement. C'est-à-dire ceux qui ont eu une injection soit parce qu'ils ont eu le Covid ou 2 injections complètes, voilà, ou une seule injection de Johnson & Johnson. En plus, comme les dates de rappel ne sont pas aux mêmes dates, c'est assez complexe. C'est vrai qu'il y a un flou. C'est ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de flou, effectivement, sur les mesures et le protocole à suivre. Merci beaucoup, docteur Clarisse Audigier-Valette. Je rappelle que vous êtes responsable de la cellule Covid à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Bonne soirée à vous. On a quand même retenu dans les propos du docteur que dans notre région, on pourrait ouvrir à qui veut, en fait, parce que alors l'AstraZeneca c'est particulier, il y a la mauvaise réputation et puis quand on a moins de 55 ans, on peut pas se faire injecter du AstraZeneca. Mais il se trouve, et on en connaît peut-être tous autour de nous, que des jeunes arrivent à se faire vacciner en fin de journée parce que les médecins préfèrent vacciner que de jeter les doses. Oui, puis il sera difficile de dire si c'est le confinement et le couvre-feu qui fait baisser les taux d'incidence dans nos départements, ou si c'est le recours à une vaccination maintenant qui devient un peu massive, fût-elle une vaccination de première ou de 2e dose. Mais en tout cas, on le voit, et ça c'est comme la bonne nouvelle, Nicolas, c'est que les taux d'incidence, y compris dans les Alpes-Maritimes, continuent de baisser quand même nettement.
Oui, et on commence à parler de scénarios de déconfinement, de retour des restaurants. Enfin, on n'en est pas encore à des dates et des protocoles précis, mais au plus haut sommet de l'État, on y réfléchit, hein, puisque tout est centralisé. Monaco, de son côté, assouplit ces mesures. Ça y est, la principauté desserre un peu l'étau, le couvre-feu est reculé, les restaurants rouvrent leurs portes, mais attention, ils ne rouvrent que pour les Monégasques. Reportage en principauté, signé Claudia Olivier. Bien la publicité ? Bien sûr, bien sûr. C'est de 2021. C'est parfait. Couvre-feu à 21h, restaurant ouvert jusqu'à 21h30. Le gouvernement monégasque a décidé d'assouplir les mesures sanitaires dans la principauté de Monaco à partir d'aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour ce restaurateur qui doit quand même revoir son organisation. Déjà, il a fallu qu'on réfléchisse à savoir comment on allait opérer cette ouverture du soir, puisqu'elle est quand même limitée avec un créneau horaire. Elle est limitée par l'acceptation de seulement les résidents ou les résidents hôteliers. Et donc, par rapport à ça, ça demande réflexion sur le soir. Comment allons-nous nous organiser pour ouvrir le soir par rapport à une fréquentation qui reste encore incertaine ? Sur réservation, seuls les Monégasques et les clients des hôtels pourront aller au restaurant. Pour Francis, ouvrir le soir ne serait donc pas plus rentable. On sait très bien que dans les hôtels, les restaurants seront ouverts. Donc je ne pense pas que les clients d'hôtels vont s'aventurer dans Monaco, peut-être sur un besoin d'une cuisine extérieure. Mais ça va être assez compliqué de pouvoir gérer le personnel qui pourrait travailler et suivant la demande. Les Monégasques sont quant à eux ravis de l'assouplissement de ces mesures. On trouve que c'est bien. Hein. Si on peut le faire, pourquoi pas. Maintenant, quand c'est nécessaire de rester plus ferme, on le fait aussi. Hein. Ah bah oui, sûr. Bon, après, c'est un peu plus compliqué quand on a la poussette, tous les enfants, mais effectivement, le week-end, on se permettra une fois d'y aller. Même si les indicateurs de l'épidémie sont en nette amélioration, le ministre d'État Pierre Dartout reste prudent. Il faut naturellement rester prudent, c'est impératif. Au sein des restaurants, par exemple, certes, ils sont ouverts, mais ils sont ouverts jusqu'à 21h30. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pas plus de 6 personnes par table. Réservation obligatoire et distanciation qui doit être respectée. Et puis, bien évidemment, si la pandémie a reculé, c'est parce que nous faisons attention dans notre vie quotidienne. Ces gestes simples sont une garantie pour que cette évolution favorable puisse, nous l'espérons tous, se poursuivre. Un point sera réalisé par les autorités tous les 15 jours, le ministre d'État l'assure. En plus de la limitation du public au Grand Prix historique de Monaco, prévu ce week-end, un protocole sanitaire strict sera mis en place. Voilà Eric, pour clore ce sujet... inspirant le protocole monégasque. Non, mais parce qu'on rouvre les restaurants, on fixe une heure, on réserve, on montre patte blanche, finalement. C'est organisé, cadré. Oui, c'est juste donc réservé aux Monégasques. Aux Monégasques, pour l'instant. Mais c'est vrai que si on pouvait... dans nos départements, rouvrir tranquillement, parce qu'on peut se poser aussi la question, hein, le fameux seuil de 200, il va peut-être être atteint cette semaine, croisons les doigts, dans les Alpes-Maritimes. Oui, est-ce que au rythme ça va, c'est possible. Bah oui, mais est-ce que pour autant on rouvrirait en fin de semaine les restaurants et qu'on sortirait du confinement? Ça paraît peu probable, même si un certain nombre de députés, hein, on l'a vu vendredi dernier dans le Grand Direct, réclament cette ouverture. Ça paraît pas possible pour l'instant, parce que évidemment... Paris, pour l'instant, et les protocoles sont sur la table et c'est le chef de l'État qui décidera. Autre titre de ce grand direct, les renforts policiers qui arrivent dans nos départements. Alors, Emmanuel Macron est peut-être entré en campagne. En tout cas, 150 postes créés dans les Bouches-du-Rhône, 95 dans les Alpes-Maritimes, enfin pas les postes créés, mais 150 policiers déployés dans les Bouches-du-Rhône, 95 dans les Alpes-Maritimes et 39 dans le Var. Alors, on va essayer de voir avec la profession, avec les élus, si cela est une bonne nouvelle. Bonsoir Laurent Martin de Frémont, merci d'être avec nous. On va s'intéresser au cas des Alpes-Maritimes avec vous. On sera avec le député Éric Diard
Gare dans les Bouches-du-Rhône juste après votre entretien. Donc, si on prend le détail, circonscription de Nice, 22 policiers en plus. Antibes, 17. Cagnes-sur-Mer, 13. Cannes, 15. Grasse, 11. Et Menton, 17. Ce qui fait un total de 95. Est-ce que c'est très clairement une bonne nouvelle pour vous ou pas ? Il était temps, j'ai envie de vous dire, il était temps. Je voudrais vous rappeler que la BAC de Menton est en sommeil depuis maintenant belle lurette, tout simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux à Menton. Donc oui, il était temps, c'est une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens. Pour autant, on ne va pas faire une grande fête. Je voudrais quand même vous rappeler que depuis 2007, précisément entre 2007 et 2012, nous avons perdu près de 10 000 policiers. Pendant cette fameuse révision générale des politiques publiques, nous avons perdu énormément de policiers. Pour vous donner un comparatif, nous allons arriver à peine, à l'issue du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous arriverons à peine aux effectifs de 2007. Il était temps parce que précisément, dans le même temps, la charge missionnelle s'est accrue. Et les missions, vous l'aurez compris, se sont surmultipliées. Les gilets jaunes, la loi travail, évidemment le risque attentat. Les policiers n'en peuvent plus, n'en jetaient plus. Donc oui, il était temps. Alléluia. Mais donc, sans faire des calculs d'apothicaire, Emmanuel Macron a créé des postes de policiers. Ça fait peut-être une différence avec ses prédécesseurs. Oui. Je crois qu'il faut savoir le lui rendre, il faut savoir le dire de manière très très claire. François Hollande avait également créé des postes pour mémoire, mais c'est vrai que cette révision générale des politiques publiques et notamment le non-remplacement d'un policier sur deux entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy était alors chef de l'État. Je crois d'ailleurs que beaucoup d'élus, notamment LR à l'époque, s'étaient épanchés en disant que ça avait été une sottise. Oui, en ce qui concerne les forces de l'ordre, il y a eu réellement une sottise faite entre 2007 et 2012. Les choses tendent comment dirais-je, à aller dans le bon sens. Mais encore une fois, je vous dis, on ne va pas faire la fête. Pour être bien, il faudrait 20 000 policiers et gendarmes. Voilà, donc c'est mieux, ça va dans le bon sens, mais on ne fera pas la fête. Éric. Est-ce que, parce que ce n'est pas la première fois non plus qu'on promet des effectifs supplémentaires, est-ce que vous avez l'assurance, il faudra voir dans les budgets si c'est voté, si ces policiers vont bien arriver sur le terrain, ou est-ce que c'est encore pour vous une sorte d'effet d'annonce ? Non, alors pour le moment, c'est vrai, Éric, qu'on n'en sait pas beaucoup plus, donc il va falloir être extrêmement vigilant. Il va falloir être vigilant également sur le fait précisément de savoir s'il s'agit de personnels qui seront et qui feront partie de ce qu'on appelle le corps d'encadrement et d'application, c'est-à-dire des gardiens de la paix, ou est-ce que ce seront des policiers maintenant ADS, policiers adjoints, comme on les appelle, qui sont des emplois contractuels. Donc il y a encore un petit peu de flou là-dessus. Manifestement, on est sur des emplois secs, je dirais, mais il faudra qu'on soit extrêmement vigilant, et notre secrétaire général, Greg Joron, y veille. Il y a aussi la question des infrastructures. Lorsqu'on crée des postes de policiers, il faut pouvoir les accueillir dans des commissariats rénovés. On sait aussi que souvent les commissariats ont manqué de budget pour présenter des bureaux, des structures qui soient suffisamment en ligne avec ce que des policiers attendent dans leur travail quotidien. Bien sûr, absolument. Alors, on est en train, là, en ce moment, notamment l'administration est en train de rénover les vestiaires du commissariat de Cannes. Vous savez que le commissariat de Cannes était en proie à des inondations, notamment dans les sous-sols. Donc il y a des rénovations qui sont mises en place. Il y a des chantiers réellement qui sont mis en place. Je crois que ça aussi, il faut savoir le dire. Donc sur ce point de vue, les choses vont dans le bon sens. Nous avons un commissariat de police à Grasse qui est plutôt récent, avec des bureaux vides, donc qui pourra accueillir un nombre de personnel plus conséquent. Donc non, de ce point de vue-là, les choses vont plutôt dans le bon sens. Et puis à terme, le commissariat aussi Saint-Roch, c'est un projet encore, il y a du temps, mais à Nice, ce commissariat mixte, entre guillemets, où police municipale et police nationale cohabiteront. Une dernière question, Laurent Martin de Frémont. Demain, un peu partout en France, la profession se mobilise après le verdict qui a été rendu dans l'affaire des policiers de Viry-Châtillon qui ont été brûlés. Un verdict que beaucoup considèrent comme très décevant. Demain, il y aura un rassemblement à Nice, devant le palais de justice. Vous vous associez, j'imagine, au mouvement ? Alors, on essaie de mettre en place, pour tout vous dire, des actions beaucoup plus percutantes.
Je vous explique pourquoi en quelques mots. On a eu l'occasion évidemment de dialoguer avec nos collègues de terrain et bon nombre de nos collègues de terrain, une extrême majorité, nous disent aussi que ce sera encore une fois un énième rassemblement. Je vous dis très honnêtement, il y a un sentiment de dégoût, il y a un sentiment de colère. Il y a un véritable naufrage, en tout cas c'est un naufrage de la justice auquel on a assisté. On réfléchit en ce moment avec la région et le bureau national dans cette idée de mettre en place une action beaucoup plus percutante que des rassemblements. Vous savez, des rassemblements, on en a fait des milliers ces dernières années, aux quatre coins de la France. On a le sentiment que les choses n'avancent pas beaucoup. Il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure et je vous le dis officiellement, on va passer à la 5e. Mais alors c'est quoi quel type d'action, Laurent Martin de Frémont? Parce que vous dites qu'il faut qu'on passe à la 5e. Les mobilisations ne suffisent plus. C'est-à-dire une grève du zèle? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Encore une fois, tout est envisageable. On a eu l'occasion de faire la grève des PV. Ça pourrait aller même beaucoup plus loin. Vous savez que le droit de grève, nous ne l'avons pas, mais nous disposons d'autres instruments pour éventuellement faire de telle sorte que effectivement, des PV ne soient plus établis. Pourquoi pas? Évidemment, les missions police-secours resteront de mise. En tous les cas, on les assurera. On reste des policiers républicains. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et là, ça a été beaucoup trop loin. Ça a été beaucoup, beaucoup trop loin. On a envoyé un signal absolument épouvantable aux policiers. On a envoyé un signal épouvantable à la population. Par contre, on a envoyé un signal plutôt sympa à la voyoucratie et je me permets de vous le dire, à la racaille. Et ça doit stopper. On doit en finir une bonne fois pour toutes avec ces petits voyous qui pourrissent la société et qui emmerdent le monde. Je vous le dis comme je le pense. Merci beaucoup Laurent Martin de Frémont en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV du syndicat Unité SGP Police dans les Alpes-Maritimes. Nous a rejoint le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, avec qui nous allons là aussi parler des renforts policiers en Provence. Mais avant cela, Éric Diard, une petite réaction quand même à ce que vient de dire Laurent Martin de Frémont et à l'affaire des policiers de Viry-Châtillon et de ce verdict avec des condamnations qui ne sont pas à la hauteur selon beaucoup d'observateurs. Demain, il y aura mobilisation de la profession. Vous considérez que la justice a été trop légère sur le coup? Des condamnations assez faibles et surtout des acquittements. Des acquittements pour certains voyous. J'aime pas trop commenter les décisions de justice, mais dans ces cas-là, la justice doit être exemplaire. Ce sont les peines maximum qui doivent être données et montrer une justice laxiste, c'est un appel d'air à la voyoucratie en effet. Alors, revenons au déploiement des policiers dans les Bouches-du-Rhône. On va en parler globalement tout à l'heure, enfin dans quelques secondes, avec ces 150 postes de policiers créés dans les Bouches-du-Rhône. Il y en a 100 pour Marseille, mais je voudrais qu'on s'attache d'abord à votre circonscription, parce que j'avais les chiffres, je ne les ai plus. Si, voilà. Donc Vitrolles-Marignane, 11 policiers qui arrivent sur la circonscription que vous représentez. C'est suffisant? C'est un rattrapage. C'est une bonne nouvelle quand même. Je suis satisfait. J'avais été saisi par le maire de Marignane, mon collègue Éric Lodisset, sur ce sujet, qui s'était beaucoup ému avec les autres maires de ce secteur. J'avais fait une lettre au ministre de l'Intérieur qui m'avait reçu j'allais dire en janvier, que j'ai vu en préfecture, je l'ai relancé en préfecture des Bouches-du-Rhône lors de sa visite. C'est une bonne chose, mais évidemment, c'est un rattrapage, parce qu'il ne faut pas oublier que là, nous étions tombés en décembre à 201 policiers sur un secteur qui comprend plan de campagne, c'est-à-dire l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Et autrefois, l'effectif était de 264 personnes. Alors on est tombé à 201, on va être à peu près à 210, 215. C'est un rattrapage, c'est pas suffisant, mais ça va dans le bon sens. Et ce que disait Laurent Martin de Frémont, enfin on le disait également, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas avoir créé de postes, là où certains gouvernements précédents, notamment Nicolas Sarkozy, de votre famille politique, avaient supprimé des postes de policiers.
Mais, sauf que moi, à Marignane, au temps de Nicolas Sarkozy m'avait fait venir 17 nouveaux policiers et les effectifs étaient beaucoup plus importants que maintenant. Après, la suppression, ça n'a pas été la suppression des effectifs de policiers, ça a été la suppression d'un fonctionnaire sur 2, compte tenu de la crise financière et économique de 2009-2010. L'ensemble des fonctionnaires n'ont pas été renouvelés. J'étais plutôt réticent pour les fonctionnaires de police, mais à cette époque-là, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas la Banque Centrale Européenne qui fonctionnait comme elle fonctionne actuellement. On n'était pas dans le quoi qu'il en coûte, on avait des agences de notation et il fallait surtout ne pas déraper. Alors aujourd'hui, autre temps, autre mœurs, mais c'est bien de mettre des policiers, mais encore faut-il bien les utiliser, ça aussi c'est important. Éric Diard, je voudrais avoir votre analyse politique. Hein. Le chef de l'État donne une interview au Figaro. Aujourd'hui, il y parle de sécurité. Le chef de l'État est dans des quartiers sensibles dans le sud de la France, mais à Montpellier. Il y a une offensive tous azimuts sur la sécurité pour le président de la République. Est-ce que pour vous, c'était un défaut dans sa cuirasse, la sécurité? Et est-ce qu'on ne peut pas dire, et dater d'aujourd'hui, avec ces annonces d'effectifs, qu'il est entré en campagne électorale? Oui, on sait très bien que l'autorité de l'État, la sécurité, ce n'était pas le cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Alors c'était peut-être le cheval de bataille de Gérald Darmanin, mais il n'avait pas de propension à s'occuper de ce dossier. Alors aujourd'hui, ça a été très difficile. La loi sur le séparatisme, elle a mis 2 ans avant d'accoucher. Et encore, il y a beaucoup d'angles morts qui persistent. Et aujourd'hui, il fait une annonce, mais voilà, il lance sa campagne. On est plus dans de la communication que dans l'action. Et je le regrette un petit peu. Sur l'utilisation des policiers, ça m'a interpellé ce que vous avez dit, Éric Diard. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Prenons l'exemple. Alors Marseille, les 100 policiers, on connaît les problèmes endémiques à Marseille. Mais par exemple, dans votre circonscription, comment vous voudriez voir utiliser les 11 policiers supplémentaires? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Il y a une nouvelle commissaire qui est en place. Ce n'est pas à moi de déterminer l'utilisation, mais ce sont les policiers, les commissaires et leurs adjoints qui sont les mieux à même de déterminer où ces personnes doivent être placées et quelle utilité ils doivent avoir, et non pas, j'allais dire, les directions centrales qui sont parfois, et je le déplore, un petit peu trop éloignées du terrain. Sur le déploiement à Marseille, parce que ça concerne évidemment tout le département, 100 policiers, les événements récents, le débat sur le trafic de drogue, pour vous, ces policiers doivent aller dans ces missions-là? Évidemment, ils doivent dans toutes les missions. Hein. Vous savez, il n'y a pas que cette mission. Le trafic du stupéfiant est important, mais il y a des vols, il y a des violences à Marseille comme dans d'autres villes. Il y a toujours un phénomène, même s'il n'est pas aussi fort que dans d'autres villes comme Strasbourg ou Toulouse, de radicalisation. Les policiers doivent être partout, doivent être sur le terrain, et surtout, il ne doit plus y avoir de quartiers où la police ne doit plus entrer. Ces quartiers, malheureusement, ils existent encore. Et je regrette que parfois, les hauts fonctionnaires ne veulent pas le reconnaître. Mais est-ce que la seule présence policière accrue fera reculer la délinquance? Vous avez sans doute entendu tout à l'heure Laurent Martin de Frémont, qui, dans une affaire récente, disait « la justice ne fait pas son travail ». Est-ce que des policiers plus nombreux qui arrêtent des voyous, c'est l'assurance d'une justice équitable qui ne remet pas ces voyous dans la nature tout de suite? C'est le grand problème. On a la chance d'avoir une préfète de police très proactive sur les Bouches-du-Rhône, mais des policiers qui agissent et qui sont efficaces, mais la réponse pénale doit être à la hauteur. Et ce n'est pas évident. Et j'ai été confronté à des policiers, des gendarmes, qui ont été carrément agressés, c'est-à-dire avec des jets de pierre sur leur véhicule, et ces personnes-là n'effectueront même pas un jour de prison. Ils porteront au mieux un bracelet électronique alors qu'ils ont été essayé de les lapider dans leur véhicule. La réponse pénale n'est pas à la hauteur. J'aimerais que M. Dupond-Moretti s'en occupe dans son prochain texte. Il s'occupe des affaires de justice, mais la réponse pénale, c'est bien de penser aux juges, c'est bien de penser aux avocats, je ne vais pas le nier, c'est bien de penser aux détenus, mais je pense qu'il faut
surtout penser aux victimes. Merci beaucoup Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Et cette information, le réquisitoire est tombé dans le procès de la BAC Nord de Marseille. Jusqu'à 6 mois de prison requis ferme contre les 18 ex-policiers qui sont accusés d'avoir volé de la drogue, de l'argent liquide, des cigarettes à des dealers et des vendeurs à la sauvette. Aucune relaxe n'est demandée. Donc il y a un minimum d'1 an de prison avec sursis et allant donc jusqu'à 6 mois de prison ferme. Donc un réquisitoire particulièrement sévère qui n'épargne donc aucun des 18 prévenus. C'est un réquisitoire, hein. On attend maintenant évidemment le jugement. On reste à Marseille avec ces 2 petites polémiques qui ont enflé durant le week-end et les jours même d'avant. D'abord le square Labadier dans le 1er arrondissement de Marseille qui était plus ou moins fermé au public jusque-là et qui vient de rouvrir ses portes. Bonne nouvelle, a priori, sauf que les riverains y dénoncent la fréquentation de ce parc par des toxicomanes ou encore des prostituées. Manon Mujica. Des grilles grandes ouvertes, cela paraît banal, c'est en réalité historique. Fermé depuis 20 ans, le square Labadier est de nouveau accessible au grand public, 7 jours sur 7. Une aubaine pour cette mère de famille. Le parc Longchamp, bon, il nous faut un quart d'heure à pied. Ou alors on prend le tramway, mais c'est vrai que c'est pas tout à côté. Et puis oui, non, c'est vraiment encore une fois super chouette pour les enfants, cette bouffée d'oxygène et de liberté en ce moment, quoi. Elle est ravie, d'autres riverains en revanche se montrent beaucoup plus sceptiques. Ils pointent du doigt l'insécurité qui avait entraîné la fermeture du square, des problématiques toujours présentes aujourd'hui. Quand vous avez des enfants comme là on en voit qui sont là et qu'à 10 mètres vous avez un toxico avec une seringue qui se pique ou un macro qui dit à sa prostituée de se mettre devant l'entrée du parc pour être mieux vu des voitures qui arrivent en face, je ne suis pas sûr que ce sont deux mondes qui peuvent se côtoyer durablement dans un parc. La mairie a choisi de ne pas gardienner ce petit espace vert. À la place, 4 vacataires ont été embauchés. Ils sont chargés d'ouvrir et de fermer les portails ainsi qu'assurer la propreté. Malgré tout, certains habitants craignent de devoir jouer aux gendarmes. C'est très bien de l'ouvrir, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout les riverains qui sont confrontés justement à cette ouverture et qui doivent intervenir soit verbalement, hein, moi ça m'est arrivé de dire aux prostituées de ne pas laisser leurs papiers par terre, mon mari donc pour ceux qui se shootaient, ou d'autres qui habitent là et qui sont directement concernés. Et c'est vrai que ceux qui sont responsables de l'ouverture sont moins présents et donc ne vont pas au conflit, entre guillemets. C'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage. De son côté, la mairie des 1er et 7e arrondissements tempère. Ça va permettre au public de l'investir et de lutter d'une certaine façon contre les incivismes, contre les difficultés qu'on peut retrouver. Ceci étant, les problèmes de sécurité liés à la prostitution ou liés au trafic de drogue, que le parc soit ouvert et fermé, malheureusement, on n'arrivera pas à résoudre ce problème-là. La mairie de secteur qui va lancer une consultation publique pour réaménager ce jardin dans une démarche d'apaisement. Et toujours dans la cité phocéenne, décidément, les problèmes avec les riverains sont nombreux. Dans le Vallon des Offes, ce petit port touristique est d'ailleurs magnifique, mais surfréquenté, là aussi, selon les riverains, alors surfréquenté par les fêtards, qui ne respectent pas vraiment le site. Les photos des palissades qui ont été disposées là durant le week-end, enfin pas durant le week-end, les jours qui viennent de s'écouler, ont fait couler beaucoup d'encre également. Le reportage est signé Cindy Chevaux. Le Vallon des Offes, un petit coin de paradis. Mais derrière ce décor de carte postale, une surfréquentation qui depuis 5 ans excède les plaisanciers. L'été, vous avez 30 à 40 personnes qui mettent des serviettes et qui sont là. Quand vous voulez aller prendre un bateau, il faut demander pardon pour passer. Alors que c'est une amodiation, c'est un terrain qu'on paye. Pique-nique sauvage sur les bateaux, nuisances sonores ou encore déchets qui finissent dans l'eau. À son domicile, les photos de Charles attestent d'un nombre incalculable d'incivilités. Vous voyez, l'incivisme, les gens qui font pipi entre les voitures, au Vallon des Offes, nous n'avons pas de toilette. Donc là, c'est des bonnes femmes qui se cachent autour de voitures et qui font pipi. Il y a une idée de la populace. Mercredi dernier, des plaisanciers épuisés ont donc dressé une palissade en bois de plusieurs mètres de longueur et de hauteur.
Sans autorisation, les riverains ont été contraints de la démonter. Cette palissade a été faite pour un coup de gueule, un coup de colère. On savait très bien qu'on n'allait pas la laisser. On l'a montée pour faire réagir les autorités. Des autorités qui ont finalement réagi. Si la métropole d'Aix-Marseille n'a pas pu répondre à nos questions, un projet est encore en cours d'élaboration. Pour Charles, c'est un soulagement. Mais non, on n'est pas là pour interdire, on est là pour préserver nos biens. Voilà. C'est pas normal qu'on nous coule un bateau, c'est pas normal qu'on nous vole des moteurs, c'est pas normal qu'on nous casse les capots. Et il faut arrêter, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'amicale des plaisanciers paye 29 000 € par an pour 109 bateaux. Une autorisation d'occupation temporaire que les habitants de ce port pittoresque souhaiteraient faire respecter aux centaines de fêtards qui s'y rendent nuit et jour. Voilà, vie animée à Marseille. La question centrale commune, à mon sens, aux deux sujets, c'est la question des incivilités. On ne trouvera pas une solution comme ça, mais c'est vrai que on peut comprendre l'exaspération des uns et des autres, et en même temps, ce sont des lieux publics, que ce soit un square ou un port. Donc, entre les incivilités, ceux qui les commettent et ceux qui défendent leurs biens, on voyait le regard un peu amusé de ce monsieur qui avait mis cette palissade en place et qui savait très bien qu'elle n'allait pas rester là, mais c'est une sorte de cri d'alarme. C'est-à-dire que le but a été atteint, puisque derrière des décisions ont été prises. Avant de vous retrouver, Eric, dans votre édito où il sera question d'immobilier, de retrouver Guilhem Ricavi également, une dernière polémique. Cette fois-ci dans le Var, elle concerne l'état de la route de la Corniche Tamaris à Seynes-sur-Mer. On voit sur ces images, très dangereuse selon les motards qui ont organisé une opération coup de poing pour signaler les nids de poules sur la chaussée. Thomas Bernabé. La Corniche de Tamaris, bien connue des habitants de la Seynes-sur-Mer, est une nouvelle fois sous le feu des critiques. Le collectif Motard 83 y a même entrepris une action il y a 2 week-ends pour faire part de leur ras-le-bol, notamment sur l'état des routes. On a pris des bombes comme ils ont sur les endroits de chantier. On a tagué tous les trous, toutes les bosses, de manière à ce que les gens les voient avant. Bon, là, c'est parti un peu parce que ça fait 15 jours, mais bon, on pourra le refaire, il n'y a aucun souci. Et ce qu'on s'est aperçu après en refaisant la route, c'est qu'en ayant les tags par terre, ça permet de voir à l'avance les trous et les bosses et de les éviter. C'est quand même malheureux d'en arriver à des choses comme ça pour pouvoir circuler normalement. Alors si la corniche devrait être rénovée dans les prochaines années, en attendant, les motards et cyclistes doivent être prévoyants pour éviter nids de poules et autres crevasses. Pour autant, une autre problématique pour ces motards, c'est la limitation des 30 km/h. Si chez nos voisins des Bouches-du-Rhône, la corniche de Marseille, située en pleine ville, autorise une vitesse de 50 km/h, ici elle a été baissée. Un danger pour ces motards confirmé. Maintenir une vitesse à 30 à l'heure avec une moto ou un vélo, bon, le vélo il ne roule pas plus de 30 km à l'heure, mais la moto, le contexte est encore plus important, c'est que les trous font bouger la moto, les montées, toute cette usure de la corniche fait qu'on perd la trajectoire. Il faut tenir la moto en permanence, il faut faire très très attention, et c'est pour ça qu'on a fait un peu ce genre d'action, pour montrer aussi que nous avons aussi une notion de sécurité, nous avons aussi une notion dans notre façon d'être, de rouler dans des bonnes conditions. Nous sommes des responsables, nous ne sommes pas des moins que rien. Nous avons des valeurs de motards, mais des valeurs d'usagers de la route. Les motards du collectif demandent ainsi des rénovations en attendant les travaux définitifs sur la corniche et implorent la municipalité de revenir sur cette limitation de vitesse. En attendant, il vaut mieux être prudent et regarder plutôt les bosses au sol que le magnifique diorama qui s'offre à nous. Voilà. 3 petites polémiques dans notre très région. Intéressant. Et puis effectivement, c'est un lieu sublime. En plus, cette corniche. Eric, c'est l'heure de votre édito. Avant de rejoindre Guilhem Ricavi qui va nous parler des gamers ce soir, vous allez nous parler d'immobilier. Les Français privilégient l'immobilier pour leur surplus d'épargne et c'est forcément une bonne nouvelle pour la région sud parce que c'est un secteur majeur. Eh bien oui, le secteur immobilier, c'est un secteur majeur, vous l'avez dit, pour le Var, pour les Alpes-Maritimes et pour les Bouches-du-Rhône. Et j'ai trouvé ce chiffre très intéressant qui va intéresser tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire, qu'on cherche à acheter ou à vendre un bien dans la région sud. C'est un sondage de l'IFOP qui nous indique que, vous savez, sur cette épargne colossale que les Français ont mis de côté pendant cette crise sanitaire, on est à 150-160 milliards d'euros, et bien 29% d'entre eux
veulent investir dans la pierre, ce surplus d'épargne. C'est ce que les économistes appellent les épargnes de précaution, c'est-à-dire je mets de côté parce que l'avenir est incertain, et s'ils se tournent vers la pierre, c'est parce que les Français estiment, et notamment dans notre région sud, que le placement dans la pierre est un placement sûr et certain. J'en discutais tout à l'heure avec la présidente de l'agence Savi à Nice, Charlotte Lafeuillade, qui m'indiquait que ce phénomène est très palpable, notamment dans les Alpes-Maritimes, où on voit qu'il y a beaucoup de demandes pour acheter ou pour louer des biens, mais en face, il n'y a pas suffisamment d'offres. Résultat, le prix du mètre carré à louer ou à acheter est en train d'augmenter parce que, effectivement, les Français veulent placer leur surplus d'épargne dans de l'investissement immobilier et dans la pierre. Problème, c'est que pour relancer la croissance française, y compris dans le sud, y compris lorsque les restaurants ouvriront, il faudra bien sortir un peu d'argent de son porte-monnaie. Or, on le voit, pour l'instant en tout cas, dans ce sondage IFOP, les Français, presque à 30%, souhaitent investir leur surplus d'épargne dans la pierre. Donc de belles affaires pour les agences immobilières, peut-être de moins bonnes pour ceux qui veulent louer ou acheter un bien dans notre région sud. 19h15, l'heure de rejoindre Guilhem Ricavi. Sachez qu'après l'intervention du directeur des rédactions du groupe La Provence, 2 reportages à vous proposer sur une maison de retraite varoise qui se mobilise pour les étudiants précaires et puis du paddle pour les femmes victimes de cancer du sein. 2 reportages, donc l'un dans le Var et l'autre dans les Bouches-du-Rhône, à retrouver juste après les gamers. Bonsoir mon cher Guilhem Ricavi. Demain donc, gros dossier sur les gamers, les joueurs de jeux vidéo, pour nos téléspectateurs qui ne maîtrisent pas l'anglicisme. Exactement, alors c'est un phénomène qui n'est pas récent, des gens qui jouent en ligne avec des consoles ou des ordinateurs, il en existe plein, mais par contre le confinement et les confinements et la situation actuelle effectivement ont renforcé ce phénomène et cette tendance, et il y a une véritable explosion du phénomène aujourd'hui avec des gamers qui se retrouvent sur des plateformes de jeux et puis également sur Twitch, ce réseau social qui leur est dédié. Donc tour d'horizon de ce véritable phénomène qui concerne des jeunes, des très jeunes, mais pas seulement, des gamers qui ont mon âge. Nicolas, on en trouve de plus en plus. Oui, alors, ça nous fait sourire, mais à une époque, notre génération, Guilhem, c'est vrai qu'on jouait, nous, jeunes, il y avait très peu d'adultes, c'est-à-dire à plus de 25 ans, qui jouaient aux jeux vidéo, mais aujourd'hui, ça touche vraiment toutes les strates jusqu'au cinquantenaire, Oui, exactement. Il n'y a plus de limite d'âge en la matière. Et il y a une multiplication des jeux. Chacun peut trouver son univers. Et ce que nous explique bon nombre de ces gamers, il y a bien sûr le plaisir du jeu vidéo. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi ce moment de partage virtuel, en fait, puisque les discussions se poursuivent bien souvent et pas uniquement autour de la question des jeux. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans un jeu vidéo en ligne, comme on se retrouverait dans un restaurant ou avec des amis. C'est l'occasion d'un échange, de partage, de moments partagés. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'au-delà du simple fait de jouer ensemble, c'est ce temps de partage que mettent en avant les gamers pour justifier cette passion qui les occupe certains des nuits entières, puisque forcément, les gens se retrouvent plutôt le soir sur ces plateformes de jeux. Alors des jeux qui sont soft parfois, des jeux qui sont un peu plus violents là aussi, et certains nous disent c'est une forme d'exutoire de se retrouver dans des jeux de bagarre ou de baston, c'est le mot qu'ils utilisent. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que la technologie a complètement dynamité le secteur. Il y a encore quelques années, les jeux en ligne n'étaient pas vraiment démocratisés, les puissances des machines aussi, les progrès qui ont été faits en une décennie, 15 ans, sont prodigieux et ont créé un vrai écosystème. Il y a des chaînes YouTube, des YouTubeurs qui ont 15-16 ans, qui ont des millions d'abonnés. C'est un phénomène incroyable autour du gaming. C'est ça, la technologie a changé la donne. Il y a 20 ans, on ne jouait pas en ligne parce que les connexions Internet étaient déjà très chères et offraient des débits relativement faibles. Aujourd'hui, avec n'importe quelle box Internet à la maison, on a des débits suffisants pour faire transiter des flux vidéo de très haut débit, et ce qui permet effectivement de jouer avec quelqu'un qui serait en Australie comme s'il était à côté de vous dans votre salon. Donc il y a un échange, il y a une connexion audio en même temps, c'est-à-dire que le gaming se pratique avec un
casque sur les oreilles et un micro parce qu'on est comme dans une visioconférence, on discute avec les gens avec qui on joue. Et donc, ça a réinventé cette approche du jeu vidéo. On ne joue pas seul dans son salon, on joue avec parfois des gens qu'on ne connaît pas au bout du monde et qui, dans certains cas, deviennent une forme d'amis virtuels parce qu'on aime se retrouver à heure fixe et à rendez-vous fixe autour de cette pratique du jeu. Donc là aussi, c'est une évolution technologique qui l'a permis et c'est une forme d'évolution de la société où on est voisins avec des gens qui habitent à des milliers de kilomètres de chez soi. Alors Nicolas a raison, hein, les progrès de la technologie, Guilhem, que vous venez parfaitement de décrire, renforcent ce phénomène du jeu à distance, mais j'allais dire, la culture que nous impose la Covid-19, je pense à tous ceux qui ont laissé le lien social de côté et qui font du télétravail, tout ça pousse en fait dans la même direction, c'est-à-dire qu'on est dans une culture de la distanciation sur les jeux vidéo ou avec ses collègues de travail. Oui, on retrouve exactement le même phénomène. Là où on faisait, souvenez-vous, il y a un an, des apéros Skype, où on se retrouvait en famille ou entre amis pour échanger le soir en visio dans son salon, et c'était très sympa. On a pris ce coup dans sa vie personnelle, on l'a pris dans son travail. La plupart du temps, beaucoup de Français télétravaillent aujourd'hui, autour de 30%, je crois, c'est le chiffre qui revient assez régulièrement. Et même dans les loisirs, on a appris à s'amuser tout en restant distant. C'est le cas des gamers, parce qu'on pratique des jeux vidéo très variés, mais une fois encore, c'est surtout ce partage, ce temps d'échange, de retrouvailles qui visiblement motive le plus les gens. Oui, on peut discuter, rigoler, comme on aurait passé il y a 30 ou 40 ans une heure au téléphone avec un bon copain, on les passe maintenant à jouer, à échanger. Avec Eric, après chaque grand direct, on se fait une petite partie de FIFA en ligne, tranquille. Je ne sais pas y jouer, mais Nicolas est très très fort. Mais en plus, le télétravail ne vous empêche pas de faire un jeu vidéo en même temps. C'est ça, oui. C'est vrai. Votre chef de bureau n'est pas là pour contrôler tout ça. Oui, il faut être prudent. Laissez pas Teams ouvert ou Zoom, ça peut être dangereux. Une dernière question rapide sur le sujet, Guilhem, et on vous libère sur la professionnalisation autour, parce que évidemment, il y a le gaming plaisir, mais aujourd'hui, on gagne sa vie. Il y a de véritables stars de la discipline. Il n'y a pas si longtemps que ça, un Danois, je crois, de 16 ans, a remporté 3 millions de dollars sur un tournoi Fortnite, qui est un jeu bien connu des ados. Est-ce que dans la région sud, en Provence, il y a des équipes de professionnels, des associations qui en ont fait plus qu'une passion? Exactement, oui, il y a des teams de e-sport, puisque c'est le terme qui est utilisé, avec des teams professionnels. Il y en a ici dans les Bouches-du-Rhône. Je pense par exemple à Amy, qui est une gameuse qui est devenue un peu célèbre sur les réseaux sociaux. Dans le Var, il y a une certaine Ligaya, alors son vrai prénom c'est Elsa, et qui elle aussi est devenue, et c'est des gens qui en vivent parce qu'il y a des tournois avec des prix, des récompenses, et c'est forcément des compétitions à l'échelle mondiale, puisqu'on peut affronter les meilleurs joueurs de son jeu à l'étranger, et il y a des teams et des coachs, là encore aussi, pour accompagner les joueurs dans la progression. Donc ça a pris la même structuration qu'un sport conventionnel, le foot, le tennis, que sais-je, le golf. Et on a la même structuration, sauf que ça se joue de façon dématérialisée et avec des rémunérations pour les meilleurs qui sont tout à fait comparables à celles de sportifs de haut niveau. Et je crois que l'OM a une équipe de e-sport, d'ailleurs. Ou en tout cas en projet de monter une équipe de e-sport. C'est le cas du PSG, d'autres grands clubs de foot qui ont rejoint une certaine Super League ces dernières heures. Merci beaucoup, Guilhem. Très bonne soirée à vous. Et on se retrouve très, très bientôt, bien sûr, sur les antennes d'Azur TV. Tout ça est à lire demain dans les colonnes de La Provence. Tiens, une petite parenthèse, parce qu'on ne s'y est pas intéressé ce soir, mais vent debout, les clubs français. L'OM d'ailleurs contre ce projet de Super League qui va rassembler les 12 clubs les plus riches dans une ligue fermée. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Est-ce que c'est le triomphe absolu de l'argent? Oui, ça paraît le triomphe absolu de l'argent. On parle de 3,5 milliards d'euros à se partager pour les clubs qui pourraient faire partie de cette Super League. Vous avez sans doute noté également que même si le projet a plein de vents contraires, et y compris des chefs de gouvernement qui ont dit leur opposition à cette Super League, il y a quand même des très grandes banques américaines comme JP Morgan qui se dit prêt à financer cette Super League, mais ce serait comme une ligue de l'exclusion. Alors on comprend les très 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 grands clubs qui investissent beaucoup d'argent et qui veulent accroître leurs recettes, notamment en négociant directement les droits de télévision. Mais alors, ça paraît quand même un peu surréaliste. Et vous aurez noté sans doute que ni le PSG
Ni le Bayern de Munich allemand n'adhère pour l'instant à cette Super League. Alors on remarquera aussi que le PSG, tiens, pour ne pas le nommer, c'est la propriété des Qataris qui organisent la Coupe du Monde prochainement et qui ont besoin de l'UEFA, sans doute. La FIFA en l'occurrence, mais... Bien sûr, et la FIFA dans les mois qui viennent. Donc, mais c'est quand même tout à fait surprenant ce qui est en train de se passer dans le monde du football. En tout cas, la bonne nouvelle, si ces 12 clubs quittent les compétitions actuelles, c'est que ça fera un peu plus de chances pour l'OM, Nice et Monaco de gagner la Ligue des Champions. Oui. Bon, enfin, si Paris et le Bayern restent dans le... Nice qui a perdu 2-0 contre Dijon et l'OM qui a gagné 3-2. Oui, à la dernière minute. Voilà. On parle, mais on va pas avoir le temps de voir tous les reportages si on continue à disserter. Vous m'interrogez, alors je vous réponds. Non, mais c'est pas de votre faute. Ouh là là, mon cher Eric, c'est de la mienne. Cette maison de retraite, donc, qui se mobilise pour les étudiants, prépare des paniers, pas seulement repas d'ailleurs, je crois, mais très belle initiative que vous présente Thomas Bernabé. La solidarité intergénérationnelle existe toujours. Dans cette résidence pour seniors toulonnaise, les habitants ont pu remplir un caddie de courses afin de confectionner des colis alimentaires. Produits d'hygiène, conserves ou gâteaux ont pu ainsi être récoltés en nombre afin d'être distribués aux étudiants en difficulté. On a souvent des stagiaires au sein de la résidence qui sont des étudiants, donc en discutant un petit peu avec eux et puis en voyant aussi les informations, on s'est rendu compte qu'il y avait cette précarité qui était là et qu'on pouvait, nous, avec nos petits moyens, organiser cette collecte qui pouvait aussi donner à nos résidents une bonne action et la volonté et le plaisir de rendre service. Un pari réussi, le moins que l'on puisse dire, c'est que les résidents étaient ravis d'avoir pu apporter leur contribution durant cette période compliquée. On était très contents de pouvoir participer et je crois que tout le monde a été heureux de le faire. On se met à leur place parce que s'ils n'ont pas de parents ou de grands-parents pour les aider, ça va pas être facile. Il fallait le faire. Jacqueline a raison, nous avons tous des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants et qui peuvent être dans le besoin, donc il faut être là pour eux. Je suis maman, grand-mère et arrière-grand-mère d'enfants qui vont bien sûr au lycée et qui ont beaucoup de difficultés. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très bien. On se met à la place de ces étudiants qui ont des difficultés actuellement. Bon, je ne suis pas grand-mère, mais voilà, je suis solidaire avec les autres et avec ce qu'on a fait au niveau de la résidence, oui. Résultat, ce seront 120 paniers qui seront distribués de 10h à midi demain et mercredi. Si les étudiants peuvent venir récupérer leurs paniers et rencontrer leurs bienfaiteurs, les paniers qu'il reste seront remis à des associations étudiantes toulonnaises. Voilà, super, l'intergénérationnel et donc cette solidarité au bénéfice des étudiants précaires. On va terminer avec des cours de paddle en Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône, à la Pointe-Rouge, très exactement à Marseille, pour les femmes victimes de cancer du sein. Une pratique qui leur permet de se réapproprier leur corps et de retrouver un peu de confiance en elles. Valentin Rodriguez. Maintenant, à plat, je vais vouloir que vous essayiez de le faire bouger de manière à ce que de l'eau passe sur votre paddle. C'est-à-dire plus ou moins comme ça. Glisser sur l'eau pour mieux réapprendre à connaître son corps. Ce mois d'avril, l'association Glisse pour tous de la Pointe-Rouge organise des stages d'initiation au paddle pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. 1h30 de séance pour le plus grand bonheur des pratiquantes. Là, je retrouve l'équilibre, je me refais confiance, je retrouve un peu des muscles. Et puis, c'est surtout ce sentiment de se réappartenir un petit peu, d'être à nouveau vivante. On a l'impression effectivement de devoir réapprendre à utiliser ses jambes, ses pieds, travailler un peu la souplesse. Et il faut effectivement se refaire confiance, se dire c'est un jeu, c'est du plaisir et il faut y aller. Un sentiment de liberté, une petite appréhension quand on nous a annoncé que la température de l'eau était à 14 degrés, mais bon, on s'est dit qu'avec les combinaisons, a priori, on risquait rien. Et effectivement, on risque pas grand-chose, Non, mais c'est que du bonheur. 11 femmes participent à cette initiation en partenariat avec l'association SOS Cancer du Sein. L'idée nous est venue grâce à Octobre Rose. On a mis en place une première séance qui s'est déroulée de octobre à décembre. Même pendant le confinement, tout a pu être maintenu parce que c'est un public de type ALD, donc qui est prioritaire.
20 minutes d'échauffement au sol avec 1 heure de pratique dans l'eau. Des séances qui peuvent évoluer en fonction du besoin de chaque personne. Puis ça permet de reprendre confiance sur l'eau avec quelque chose qui est doux et qui est aussi très structurant au niveau du muscle, puisqu'on va être dans les muscles profonds pour la position, et donc on va pouvoir reprendre une activité physique qui va structurer la musculature profonde, et puis on va travailler la force, la vitesse, la souplesse avec l'amplitude de la rame. Ce stage de paddle est prévu tous les lundis jusqu'au 21 juin prochain. Voilà. Belle initiative là aussi. Ouais, super. Merci beaucoup, merci Nicolas. Eric. À demain. Merci à Théo Sarfati, Ilan Dehé, Sébastien Lyotard, qu'on n'aura pas réussi à prendre à défaut ce soir, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous et rendez-vous demain sur les antennes d'Azur TV.